Salut les amis, aujourd'hui j'ai quelque chose de vraiment exclusif pour vous. Une série de posts du forum fermé du Darknet CypherVault que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Le matériel est si rare que même moi j'ai dû utiliser toutes mes connexions pour y avoir accès. Imaginez ceci, un homme ordinaire, un professionnel de la cybersécurité qui a passé toute sa vie à protéger les actifs numériques des riches, perd tout en un instant à cause de son honnêteté. Une carrière ruinée, une réputation perdue et la mort tragique de son meilleur ami, victime d'un système pyramidal de crypto-monnaies. Que se passe-t-il lorsqu'une personne qui connaît tous les secrets de la sécurité numérique décide de changer de camp, une équipe de hackers d'élite, une cible de plusieurs millions de dollars? Un plan sans faille. Mais que se passe-t-il lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu? Et surtout, comment se termine la chasse au trésor numérique? Ou peut-être que cette histoire n'est pas encore terminée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Cette histoire est trop belle pour en manquer une seule partie. Mettez-vous à l'aise, nous allons plonger dans le monde des fantômes numériques et des bitcoins perdus. Bonjour, on m'appelle Fantôme et je tiens à ce qu'il en soit ainsi pour ma propre sécurité. Au moment où vous lirez ces lignes, j'aurai déjà disparu du radar. Ce billet est la seule preuve de mon existence et je le partage uniquement parce que certaines histoires doivent être racontées. Avant 2018, je faisais partie de ce que l'on pourrait appeler les bons. À 38 ans, j'étais analyste principal en cybersécurité chez Gibraltar Shield, un bureau de San Francisco spécialisé dans la protection des systèmes financiers. Mon bureau se trouvait dans une tour de verre surplombant la baie et mon salaire me permettait de louer un appartement dans le quartier de Richmond. Une vie ordinaire, semblait-il. Tous les matins, je me levais à 6h30, courais 5 miles le long du front de mer et, à 9h100, j'étais déjà assis à mon bureau, en train de passer en revue les registres de sécurité. Je protégeais les coffres-forts numériques de personnes dont vous ne soupçonnez même pas l'existence. Mes clients stockaient des milliards de dollars en crypto-monnaie. Lorsque les premiers mineurs de Bitcoin sont passés du statut de geek à celui de millionnaire, c'est vers moi qu'ils se sont tournés pour obtenir une protection. Je n'ai pas reçu d'éducation classique. J'ai quitté Chicago à 17 ans avec un sac à dos et un vieil ordinateur portable. Mes parents voulaient que je suive les traces de mon père, que je devienne ingénieur pétrolier. Mais j'étais plus intéressé par le code numérique que par l'or noir. J'ai donc atterri dans la Silicon Valley en 1999, juste à temps pour le boom des dot-com. Autodidacte aux racines russes, j'ai gravi les échelons grâce à mon talent et à ma persévérance. Après 20 ans de travail, j'avais tout appris sur la sécurité numérique, du cryptage à l'ingénierie sociale. Je savais comment les gens protégèrent leur argent et comment ces protections pouvaient être contournées. Le 15 octobre 2018, tout a changé. Ce jour-là, j'ai découvert une activité étrange dans les systèmes de notre client, Helios Capital, un fonds de crypto-monnaie. Leurs algorithmes retiraient les fonds des investisseurs vers des portefeuilles offshore par petites portions, pas assez importantes pour éveiller les soupçons, mais totalisant environ 40 millions de dollars. J'ai rassemblé les preuves et les ai présentées au conseil d'administration de Gibraltar Shield. Leur réponse m'a stupéfié. Alex, Helios est notre plus gros client. Votre travail consiste à protéger leur système, pas à surveiller leur modèle d'entreprise. Une semaine plus tard, j'ai reçu un avis de violation de l'éthique de l'entreprise. 2 semaines plus tard, j'ai été licencié pour accès non autorisé à des données de clients. Quelqu'un avait falsifié des journaux montrant que j'avais copié des informations confidentielles à des fins personnelles. Cette nuit-là, je me suis assis sur le Pierre 39 en regardant Alcatraz. Ma carrière était ruinée, ma réputation détruite. Je me suis rendu compte de la vérité brutale. Le système ne protège pas les gens honnêtes. Il protège ceux qui ont de l'argent. Il protège ceux qui ont de l'argent. Mais le véritable coup a été porté le 22 novembre 2018. Mon meilleur ami Jack Thornton, un programmeur de Boston que nous avions rencontré dans les années 2000, s'est suicidé. Il a perdu toutes ses économies, 780 000 $, en investissant dans le système pyramidal de crypto-monnaie BitConnect, qui s'est effondré début 2018. Dans une lettre de suicide, il écrit « Ils ont volé non seulement mon argent, mais aussi mon rêve. Je ne vois plus d'issue. » Debout sur sa tombe au cimetière de Forest Hills à Boston, sous la pluie froide de décembre, j'ai pris une décision qui a changé ma vie. Je ne défendrai plus le système, je le ferai payer. Cette nuit-là, j'ai acheté un nouvel ordinateur portable avec de l'argent liquide, j'ai créé un courriel crypté et j'ai pénétré pour la première fois dans le Darknet. Non pas en tant que défenseur, mais en tant que prédateur. J'avais 38 ans, 20 ans d'expérience en cybersécurité à mon actif et une nouvelle mission devant moi. J'avais un plan. Je savais que des milliers de bitcoins se trouvaient dans des portefeuilles morts, perdus, oubliés, abandonnés. Les bitcoins des premiers mineurs, achetés pour quelques centimes, valaient aujourd'hui des millions. Et je savais comment les trouver. Mais pour cela, j'avais besoin d'une équipe, un groupe de spécialistes d'élite, chacun étant le meilleur dans son domaine.
Trouver de bons hackers n'est pas un problème. Trouver des hackers à qui l'on peut confier sa vie est presque impossible. Mais je savais où chercher. En janvier 2019, j'ai loué un appartement à Daly City, dans la banlieue de San Francisco, de manière anonyme, contre de l'argent liquide. C'est là que j'ai installé ma forteresse numérique. 6 moniteurs, une ligne dédiée, 30 000 $ d'équipement. Je l'ai appelée Nora. La première chose que j'ai faite a été de me rendre sur un forum du Darknet appelé The Basement, un endroit que je connaissais pour y avoir travaillé par le passé. Il s'agissait d'une plateforme profondément cachée, accessible uniquement sur invitation, où des experts en cybersécurité et des pirates informatiques échangèrent des informations. J'ai utilisé mon ancien pseudonyme, Black Swan. Personne ne savait qu'il s'agissait d'un ancien défenseur d'entreprise. Le 3 février 2019, j'ai posté un message crypté. À la recherche de chasseurs de trésors. Le butin est de 8000 pièces d'or. Besoin, voix, code, ombre. Le paiement est de 10% chacun, seulement les meilleurs. 24 heures plus tard, j'ai reçu la première réponse de l'utilisateur Mephistophel. Il écrit dans un anglais impeccable « Je peux être n'importe qui au téléphone. Du PDG à votre mère. Berlin, 15 février, Café Einstein sur Unter den Linden. Table près de la fenêtre, 14 ans. Si vous êtes réel, je le saurai. J'ai pris l'avion pour Berlin le 14 février. Assis dans un café historique, j'observe les clients. À 14 heures précises, un homme d'environ 35 ans, vêtu d'un costume parfaitement ajusté, s'est assis à ma table. Il a prononcé mon vrai nom avec un léger accent allemand. Je m'appelle Mephisto. J'ai compris qu'il s'agissait de son surnom Mephistophelis sur le forum. J'ai regardé votre CV sur LinkedIn. Une carrière impressionnante dans le bouclier de Gibraltar. C'est dommage qu'elle se soit terminée de manière si malheureuse. Je n'ai affiché mon vrai nom nulle part. Et certainement pas sur le forum. Mephisto a souri, remarquant ma surprise. C'était un test. Si tu avais paniqué, je serais parti. Mais tu as gardé ton sang-froid. Tu as réussi. Mephisto s'est avéré être un ancien membre du service de renseignement fédéral allemand. Sa spécialité était l'ingénierie sociale. Il pouvait convaincre n'importe qui de n'importe quoi par téléphone ou en personne. Il a démissionné après que le gouvernement a utilisé ses compétences contre des opposants politiques plutôt que contre des terroristes. J'en ai assez d'être un pion, a-t-il déclaré. Votre chasse au Bitcoin semble plus intéressante. Le deuxième membre de l'équipe, je l'ai trouvé grâce à Mephisto. Le 5 mars 2019, nous avons rencontré au restaurant White Rabbit de Moscou un homme connu dans les cercles restreints sous le nom de Chronos, un génie des mathématiques diplômé de l'Université d'État de Moscou. Il est capable de décrypter presque tous les systèmes de cryptage. J'ai entendu dire que vous recherchiez des bitcoins perdus, a déclaré Chronos dans un anglais impeccable, en sirotant sa vodka. C'est drôle. J'ai écrit des algorithmes pour récupérer des clés privées en 2016, mais je n'ai jamais été autorisé à les utiliser officiellement. Chronos travaillait pour une entreprise technologique russe développant des systèmes de sécurité pour les banques, mais il créait secrètement des algorithmes pour craquer les portefeuilles de crypto-monnaies. J'ai vu dans ses yeux la même frustration que dans les miens. Le système prend tout aux gens, a-t-il déclaré. Je veux prendre quelque chose au système. Le troisième membre de l'équipe était celui que nous recherchions depuis le plus longtemps. Nous avions besoin d'un expert du Darknet, quelqu'un qui connaît tous les recoins de l'underground numérique. Nous l'avons trouvé à Barcelone en avril 2019. Spider travaillait comme administrateur pour un grand échange de crypto-monnaies espagnoles. La nuit, il menait une vie dans l'ombre en tant que El Fantasma, le fantôme du Darknet, un intermédiaire pour les transactions qui ne sont pas exprimées à voix haute. Nous nous sommes rencontrés dans un petit bar du quartier gothique. Vous cherchez des pièces de monnaie perdues ? Demande-t-il en examinant un verre de sangria. Je connais tous les coins du web qui parlent de crypto-monnaie. Je connais des histoires de gens qui ont acheté des milliers de bitcoins pour quelques centimes et qui les ont oubliés, ou qui sont morts sans laisser de mot de passe. Le 15 avril 2019, nous nous sommes réunis pour la première fois dans un espace de discussion crypté créé spécialement pour nous. Alex, spécialiste en cybersécurité. Mephisto, maître de la persuasion. Chronos, le génie du code. Ramon, l'ombre du Darknet. Messieurs, écrivais-je, nous avons les compétences, les contacts et la motivation. Il nous faut maintenant un objectif. Pas n'importe quel portefeuille riche. Nous nous attaquons à un certain type de proie, ceux qui méritent de perdre leur argent. Et j'ai la première cible parfaite, ajoute Ramon. Une personne qui a acheté 8000 bitcoins pour 100 $ en 2011. C'est une fortune aujourd'hui. Et d'après mes sources, ce n'est pas la personne la plus honnête du monde. C'est à ce moment-là qu'est née notre chasse. Nous nous sommes baptisés Fantômes, les fantômes du monde numérique. Et notre première opération a commencé. Les chasses au trésor numérique exigent de la patience. 20 années passées dans la cybersécurité me l'ont appris. Les attaques réussies se préparent en plusieurs mois et non en quelques heures. En mai 2019, nous avons commencé à recueillir des informations sur notre première cible. Spider nous a fourni un nom, celui d'un investisseur de la première heure en Bitcoin qui a acheté 8000 BTC en 2011 pour 100 $. Au taux de change actuel, cela représente plus de 280 millions de dollars. Je l'appellerai Keith à partir de maintenant. Comment avez-vous entendu parler de lui ? Ai-je demandé à Ramon,
lors d'un appel vidéo crypté. « Il y a des légendes sur le Darknet à propos de la première baleine », a-t-il répondu en sirotant un café dans son appartement. En 2011, ce type s'est vanté de son achat sur un forum Bitcoin Talk. Il a ensuite disparu pendant des années. Il est revenu en 2017 pendant le boom. Il a commencé à transférer de petites sommes sur des bourses d'échange. Cronus a instantanément trouvé les messages dans les archives. Kit a utilisé le même surnom. C'est déjà une erreur. Nous avons passé les 15 jours suivants à explorer la piste numérique. Kit n'était pas seulement un investisseur de la première heure. Il était l'un des créateurs de la tristement célèbre bourse CryptoFlex qui a fermé sans préavis en 2017, emportant les dépôts de milliers de clients. C'est ce que je cherchais, ai-je dit à l'équipe le 1er juin 2019. Pas seulement un homme riche, un fraudeur qui a ruiné la vie des autres. Nous avons conçu un plan en 3 parties. Reconnaissance, infiltration, en d'autres termes pénétration et extraction, c'est-à-dire attaque. La phase de reconnaissance commence le 5 juin. Mephisto s'est chargé de recueillir des informations sur la vie personnelle de notre victime. Il vit à Austin, au Texas, rapporte Mephisto une semaine plus tard. Il a acheté un manoir de 12 millions de dollars dans le quartier de Westlake. 45 ans, divorcé, 2 enfants issus de mariages différents, troubles obsessionnels compulsifs à en juger par sa routine quotidienne. Mephisto était un maître. Il a appelé l'ex-femme de la soi-disant baleine en se faisant passer pour un journaliste rédigeant un article sur les investisseurs en crypto-monnaie qui ont réussi. En 15 minutes de conversation, il en a appris plus que ce que nous aurions pu découvrir en un mois d'intelligence numérique. Notre baleine ne se souvient jamais des mots de passe, a déclaré Mephisto en lisant ses notes. Elle les stocke dans un fichier crypté. Le fichier est protégé par une phrase liée à son enfance à Portland. Cronos, quant à lui, a étudié les transactions. Son portefeuille principal n'a pas été touché depuis 2013, a-t-il indiqué le 20 juin. Mais il y a une chaîne de petites transactions qui mènent à la baleine. Il utilise la multisignature. Il faut 3 clés pour y accéder. Spider s'est plongé dans le Darknet, recueillant des rumeurs sur les méthodes de sécurité utilisées par Whale. Il est paranoïaque, a déclaré Spider lors de notre vidéoconférence du 25 juin. Une clé se trouve sur une clé USB cryptée qu'il transporte avec lui. Une deuxième se trouve sur son ordinateur personnel. La troisième se trouverait dans un coffre-fort en Suisse. J'étais en train de coordonner ma Nora à Daly City. Les murs étaient couverts de tableaux, de graphiques et de photographies. En juillet 2019, nous savions presque tout sur la victime, son quotidien, ses habitudes, ses faiblesses, son système de défense, mais il nous fallait un moyen de pénétrer dans sa forteresse numérique. Le 10 juillet, Mephisto a proposé une solution. Notre victime recherche un nouvel administrateur système pour son bureau à domicile. Il a publié le poste par l'intermédiaire d'une agence exclusive. Je peux les convaincre que j'ai le candidat idéal. Ce candidat, c'est moi. Mephisto m'a créé une nouvelle identité, David Chen, un spécialiste de la sécurité informatique au CV impressionnant. Spider s'est procuré de fausses références auprès d'entreprises technologiques renommées. Chronos a piraté la base de données de l'agence pour intégrer ma candidature dans son système. Le 1er août 2019, j'ai eu mon premier entretien par liaison vidéo. Le 5 août, le deuxième, avec la victime elle-même. « Monsieur Chen, votre CV est impressionnant », a déclaré la baleine en m'observant à travers l'écran. « Mais j'ai besoin de quelqu'un qui comprenne l'importance de la sécurité à un niveau profond. » J'ai répondu exactement comme il le fallait. La sécurité n'est pas une technologie, c'est une façon de penser. Une personne paranoïaque est celle qui dort le mieux. Il a souri. Le 10 août, on m'a proposé un emploi. Entre-temps, Chronos avait mis au point un programme spécial pour récupérer les clés privées. Il l'a appelé Sirène. Il pouvait chercher parmi des milliards de combinaisons possibles en utilisant des informations contextuelles pour affiner la recherche. Si nous accédons à son ordinateur et à sa clé USB, explique Chronos, Serena peut récupérer la clé complète en 24 à 72 heures. Le 15 août 2019, j'ai déménagé à Austin. J'ai loué un appartement près de la maison de notre baleine. Acheter les bons vêtements, explorer les environs, fait partie du paysage. Le 20 août, j'ai commencé à travailler en tant qu'administrateur système. J'ai accédé à son réseau domestique. J'ai vu ses défenses de l'intérieur. Mephisto s'est occupé de l'aspect social. Il a appelé la banque de la baleine à Zurich en se faisant passer pour lui et en recueillant des informations sur les procédures d'accès au coffre-fort. L'araignée a créé des portefeuilles anonymes et des voies de retrait par le biais d'une chaîne de mélangeurs et d'échangeurs. Le 1er septembre 2019, tout était prêt. Nous avions prévu d'agir le week-end où la baleine partait pour ses vacances mensuelles à Hawaï. 3 jours avant le départ, ai-je écrit à l'équipe lors de notre discussion cryptée du 2 septembre. Aucun d'entre nous ne savait que le lendemain, un événement se produirait qui changerait complètement notre plan et mettrait en péril l'ensemble de l'opération. Le 3 septembre 2019, tout a failli s'écrouler. Mon nouvel employeur, que nous appelons simplement Kit, a inopinément annulé son voyage à Hawaï. « David, tu dois mettre à jour ta sécurité immédiatement », m'a-t-il dit à 7h30 alors que j'avais encore le temps de boire mon café.
Il y a eu une attaque sur une bourse bien connue. Je veux m'assurer que mes actifs sont en sécurité. Keith était paranoïaque, comme la plupart des baleines de la crypto-monnaie. Je le savais d'après nos renseignements, mais maintenant, je le voyais de près. Il changeait de mot de passe tous les 15 jours, utilisait l'authentification à 3 facteurs et ne conservait jamais tous les accès au même endroit. J'ai immédiatement informé l'équipe par le biais de notre canal sécurisé. Le plan est en suspens. L'oiseau est resté dans le nid. Spider, notre expert du Darknet, a été le premier à répondre. Cela pourrait être une opportunité. Le stress rend les gens négligents. Il avait raison. La panique provoquée par le piratage de la bourse a poussé Keith à vérifier ses actifs. Et pour cela, il fallait utiliser les clés. Ce soir-là, nous avons tenu une réunion d'urgence. Nous devons nous adapter, ai-je dit. Mephisto, notre maître ingénieur social, a suggéré une nouvelle approche. Qu'il nous donne les clés lui-même, je peux le convaincre que sa banque suisse a été compromise. Chronos, notre génie du code, a secoué la tête. Trop risqué. J'en propose un autre, je vais modifier Sirène. S'il entre ne serait-ce qu'une seule des clés sur l'ordinateur auquel le fantôme a accès, nous pourrons capturer une empreinte partielle et reconstituer le reste. Spider acquiesce. Cela pourrait marcher, mais nous devons agir vite. Pendant les 48 heures qui ont suivi, Chronos a travaillé sans relâche à la création de ce qu'il a appelé Chimera, une version modifiée du logiciel de capture de traces de clés. Le 5 septembre, j'ai installé Chimera sur le serveur domestique de Keith sous prétexte d'une mise à jour de sécurité. C'est le dernier système de surveillance, lui ai-je expliqué. Il surveille en temps réel toute tentative d'accès non autorisé. Keith était impressionné. Il ne se doutait pas que je venais d'installer le logiciel Keylogger le plus avancé sur son système. Le 7 septembre, ce que nous espérions s'est produit. Keith a décidé de vérifier son portefeuille principal. J'ai regardé à distance pendant que la chimère recueillait tranquillement des données. Il a utilisé la première clé stockée sur son ordinateur, puis a branché une clé USB sécurisée pour la seconde. Nous avons les empreintes partielles de 2 clés, ai-je dit à l'équipe. Chronos s'est immédiatement mis à l'analyser. Il me faut un peu de temps. La 3e clé reste un problème. Mephisto propose une solution. Je peux le convaincre que pour une sécurité maximale, il doit aussi vérifier la 3e clé. Le 10 septembre, Mephisto appelle Keith et se présente comme un employé d'une banque suisse. Avec un accent suisse impeccable, il explique que la banque procède à un audit de sécurité des coffres-forts et conseille aux clients de vérifier la sécurité de leurs objets de valeur. Cela a fonctionné. Le 12 septembre, Keith m'a informé qu'il s'envolait pour Zurich pour 2 jours. David, garde un œil sur le système, me dit-il. Je vous recontacterai. Dès que son avion a décollé, nous avons entamé la phase finale. Chronos avait déjà récupéré la structure des 2 premières clés et travaillait sur un algorithme permettant de prédire la 3e. J'ai besoin d'accéder à son ordinateur principal, dit Chronos. Pas à distance, physiquement. Cette nuit-là, je suis entré dans la maison de Keith en utilisant mes clés d'accès officielles. J'ai connecté un dispositif spécial directement à son serveur domestique. Chronos y a travaillé, accédant à des données cryptées. À l'aube du 13 septembre, il a envoyé un message. J'ai tout ce dont j'ai besoin, revenez. Pendant les 36 heures qui ont suivi, Chronos est resté éveillé, travaillant à reconstruire la structure complète de la clé. L'araignée a préparé un itinéraire pour retirer des fonds. Une chaîne complexe de portefeuilles anonymes, de mélangeurs et d'échangeurs. Le 4 septembre, à 19h45, heure d'Austin, Chronos a écrit un seul mot dans notre salle de discussion. Terminé. Nous nous sommes réunis en vidéoconférence cryptée. Sur l'écran, Chronos a montré les clés récupérées. Nous avons accès au portefeuille, a-t-il déclaré. 8026 bitcoins. Au taux de change de l'époque, environ 83 millions de dollars. Nous nous sommes tus, réalisant l'ampleur du moment. Procédons à l'extraction, ai-je finalement dit. Le transfert des fonds allait prendre plusieurs heures. Nous ne pouvions pas retirer tous les fonds en même temps. Cela aurait créé une trop grande vague sur la blockchain et attiré l'attention. L'araignée a créé 20 portefeuilles intermédiaires. Les transferts ont été effectués par petits lots, pas plus de 50 bitcoins à la fois. Chaque transfert passait par un mélangeur, puis ils étaient divisés en montants encore plus petits, passait par un autre mélangeur et n'étaient envoyés qu'ensuite vers les portefeuilles finaux, contrôlés par chacun d'entre nous. Le 15 septembre, à 4 heures du matin, l'opération est terminée. Les fonds ont été extraits et les traces ont été brouillées. Il restait à Keith 26 bitcoins dans son portefeuille, suffisamment pour qu'il ne s'aperçoive pas immédiatement de la perte et ne la découvre qu'à sa prochaine vérification. 2000 bitcoins chacun, ai-je dit. Comme convenu pour moi, il ne s'agissait pas seulement d'un butin. C'était une vengeance pour Jack, pour des milliers d'autres personnes dont la vie avait été ruinée par des escrocs de la crypto-monnaie, comme le soi-disant Keith. Et maintenant, demande Mephisto, nous disparaissons, ai-je répondu. Je démissionne aujourd'hui pour des raisons familiales. Keith reviendra dans une semaine et constatera notre disparition. Nous devrions avoir disparu des radars d'ici là. Nous connaissions tous les risques. Pour cette somme, Keith aurait eu le FBI et des enquêteurs privés à ses trousses. Il nous chercherait pendant des années. Notre dernière conversation a été brève. Nous avons supprimé tous les canaux de communication, effacé toutes les traces de notre coopération. Nous sommes partis chacun de notre côté avec des richesses numériques et la promesse de ne plus jamais nous contacter. Je pensais que c'était la fin de l'histoire.
mais elle ne faisait que commencer.